Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour cette table ronde. Alors maintenant, on va aller au cabinet du médecin généraliste pour concrètement voir comment accompagner ces femmes épileptiques, notamment avant, pendant et après la grossesse, le postpartum. Et vous allez voir pendant cette présentation que ces trois phases sont absolument intriquées et liées. On ne peut pas s'occuper d'une femme juste isolément à un moment des trois. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Un très bref, vraiment très bref rappel pour la médecine générale. On va vraiment parler de la clinique et du concret de notre quotidien. Alors, l'épilepsie concerne en France environ 100 000 femmes et 5 000 parmi elles vont mener une grossesse. Et dans la majorité des cas, on peut bien contrôler la maladie avec un traitement médicamenteux bien conduit. Il y a très récemment des études qui ont montré que des crises focales et des absences finalement n'auraient pas tellement de répercussions sur le fœtus, mais tendront quand même à se majorer au cours de la grossesse. Alors c'est important pour nous de savoir. Et l'étude autour de Marie et al., ils ont confirmé l'hypothèse d'un rôle protecteur de la grossesse contre les crises. Ici, vous allez avoir un peu plus détaillé, mais l'HAS nous recommande, ou propose et recommande concrètement pour le généraliste d'accompagner des femmes dans ces trois phases, pendant ces trois phases. C'est-à-dire, déjà, comme pour toute femme en désir de grossesse, bien sûr, dès le désir de grossesse, nous procédons à la consultation préconceptionnelle. Et ici, particulièrement, on va veiller au bon contrôle de la maladie. Vous allez voir que c'est vraiment primordial que la maladie, en amont de la grossesse, soit déjà stabilisée, bien contrôlée, bien conduit, parce que c'est vraiment la clé de voûte pour aller aussi jusqu'à un postpartum réussi dans le contrôle de la maladie. Au contraire, ça a été prouvé, si la femme elle a déjà un déséquilibre de sa maladie, fait déjà des crises ou elle est non observante en amont de la grossesse, c'est prédictif quasiment que la grossesse va mal se passer, marquée par des crises et aussi le postpartum. Il y avait une étude très intéressante récemment, Ascari et al., sur 5000 femmes épileptiques. Ils ont trouvé un taux de non-observance de 59%. Et parmi ceux qui étaient non-observants, en plus, il faut que je regarde les chiffres juste, 52 en plus alors, ont eu des événements pendant la grossesse. Alors, ils ont fait des crises. Alors, c'est vraiment très très important. Je rappelle aussi que tout court, bien sûr, il y a de non-observance tout court, mais parfois ça peut être des aspects de croyance ou d'influence. Certaines représentations qui font que des femmes ne nous disent même pas qu'ils ont arrêté leur traitement. Ils ont parfois l'idée que ils ont tellement peur de prendre le traitement qu'ils nous disent pas. Alors, vous savez tous au quotidien qu'on a régulièrement des situations comme ça aussi. Alors, mettez les femmes à l'aise pour qu'ils se confient sur une éventuelle non-observance carrément délibérée. Étroitement, bien sûr, ça a été dit par tous les collègues, la femme épileptique avec désir de grossesse, dès qu'elle a un désir de grossesse, il s'impose un accompagnement interdisciplinaire avec le gynécologue obstétricien et le neurologue traitant. C'est vraiment primordial et si les trois intervenants travaillent bien ensemble et documentent, ça a été bien dit, il faut bien documenter dans le dossier et avoir ses fiches, c'est très bien et c'est presque passeport de grossesse, comme les carnets de suivi de grossesse de toute façon. Là, ça va bien se passer dans la majorité des cas. Il y aura alors une visite préconceptionnelle pour tout le monde et ensuite gynéco tous les mois. Chez nous, si les femmes sont d'accord, mais ce sera idéal s'ils viennent aussi chez nous tous les mois pour faire un point dans l'intervalle et chez le neurologue une fois par trimestre. Voilà, pendant la grossesse, nous veillons alors à l'observance notamment et on garde l'ensemble avec la femme, on coordonne de parcours. Quelque chose d'important, ça vient après pour les vitamines. Nous veillons aux suppléments, bien sûr, surtout l'acide folique. Et là, c'est intéressant aussi. Alors, c'est 0,4 mg pour les femmes bien équilibrées sans traitement et du 5 mg en systématique pour celles qui sont sous traitement. Et sinon, au même
comme pour toutes les autres femmes, avant la conception jusqu'à 2 mois de grossesse révolue. Et après, il y a la phase vulnérable du postpartum, où vraiment, il faut prendre en compte, nous savons tous quand le bébé est là, si ça s'est bien passé, il y a déjà le grand soulagement, la fatigue. Il ne faut pas oublier après de s'occuper de réajustement du traitement. On va en parler après. Et le neurologue, il revoit en général, du coup, 3 mois après la grossesse, et le gynécologue 6 à 8 semaines après. Parce que juste, je vous ai dit, les femmes, ils peuvent être faussement assurées. Celles qui ont eu cet effet bénéfique qu'il y avait moins de crise pendant la grossesse, du fait de ce rôle supposé un peu protecteur. Du coup, il y a beaucoup de femmes qui disent au cabinet, ah ben je prends pas mon traitement, ça s'est bien passé pendant la grossesse, je verrai pas pourquoi je fais pas de crise. Alors, anticiper ça, c'est vraiment très très fréquent d'expérience. Ici, juste, on ne va pas tout faire là, mais juste toujours ces 3 axes. Vraiment, il ne faut pas dissocier ces 3 phases. On veille à la contraception dès les plus jeunes, bien sûr, comme ça a été dit, et on anticipe l'adaptation du traitement. On informe sur les malformations génitales. Excusez-moi, je remercie beaucoup ici la NSM qui a donné ces fiches pour vous. Franchement, c'est hyper précieux et que par contre, ça fait un peu peur hein, quand on lit peut manquer un rein, c'est formulé comme ça, peut manquer un rein ou un cerveau partiel. C'est vrai que ce sont des mots lourds et que c'est sûr, il faut savoir aussi gérer ça. Qu'est-ce qui est intéressant, très concret au cabinet? Vous aurez compris ici, vous retenez, j'espère que vous avez déjà tous intégré, on retiendra 2 molécules, la lamotrigine et la lévétiracétam. Et pour ces 2, par contre, il y a besoin d'une surveillance assez étroite pour la clairance qui peut être dangereux pendant la grossesse. Alors comme ça, vous avez vraiment du concret à rajouter sur votre ordonnance mensuelle. Et pendant la grossesse, le grand objectif, c'est alors d'éviter des crises et identifier vraiment non-observance, essayer de comprendre la cause qui a conduit à la non-observance. Et je suis sûre, ça va arriver, ça nous est déjà arrivé souvent, si vous avez une femme qui débarque au cabinet et qui, ça a été dit aussi, qui ne s'est pas rendu compte qu'elle est déjà enceinte, ou bien qui ne vous l'a pas dit, parce qu'elle était peut-être même mineure et non observante, alors là, il faut vraiment, avec votre assistante médicale, secrétaire ou vous-même, il faut organiser vraiment le rendez-vous en urgence pour le gynéco-obstétricien, ou bien passer un coup de fil ou télé-expertise avec le neurologue traitant pour dire est-ce que je peux lui mettre telle et telle molécule, mais j'ai bien mis en jaune, ça ne se fait pas tout seul, c'est toujours concerté en interdisciplinaire. Et ensuite, très intéressant, après la grossesse, il faudra réajuster surtout la dose, le dosage du traitement, parce qu'en major au début de la grossesse, parce qu'il y a la prise de poids qu'il ne faut pas oublier, et très rapidement, ça peut se faire sur 2 semaines, 3 semaines. L'idée, c'est de décroître le dosage et toujours, comme dans toutes les maladies chroniques que nous suivons, on va toujours viser la dose minimale efficace, bien sûr, bien supportée et bien sûr personnalisée. D'accord, c'est pas parce que ça marchait pour une femme du même âge, au même stade de grossesse, que ça va aller pour l'autre. Alors vous faites comme d'habitude, en bon médecin généraliste, vous prenez en compte la globalité de la personne. Ça j'ai dit, et voilà, l'allaitement, ça c'est un grand point. Vous allez voir, parce qu'en fait, j'ai une petite surprise après pour du concret, pour vraiment vous donner un visage à ces femmes. L'allaitement est tout à fait possible si c'est bien encadré et bien expliqué, et si la femme, elle en a vraiment envie, vous allez voir. Et attention, petit scoop là, qu'est-ce que c'est notre réflexe au cabinet, les internes et les médecins, forcément, on conseille souvent, c'est d'aller faire un tour sur le CRAT. Et là, et je remercie, c'est très bien qu'on est là tous ensemble. Je rappelle, avant le tableau, vous retenez que 2 molécules, hein, lamotrigine et lévétiracétam, parce que le CRAT, notre fidèle conseiller, si on se fie au CRAT à l'accès du 13 novembre, alors la semaine dernière, si on épluche les propositions, les conseils du CRAT, tout ce qui est en vert là, toute cette phase qui est ici présentée comme incertain, et avec justesse bien sûr, alors méfiez-vous, dans ce cas précis, il y a peut-être un retard sur la mise à jour. Retenez que là où il y a le pouce, lamotrigine, lévétiracétam, et que je voulais bien quand même, j'ai hésité pour laisser ce tableau, mais
aussi pour montrer un peu aux instances de... voilà, il faut que ça soit mis à jour. Et maintenant, vous avez la fiche. Vous avez de toute façon la fiche ANSM, alors fiez-vous à ça. Mais aussi simplement comme petite leçon de vigilance, comme avec d'autres aides à la décision ou de prescription. C'est des équipes qui font un boulot énorme, mais il peut y avoir un décalage pour la mise à jour. Et maintenant, et ça va être très intéressant, j'espère, et très vivant pour vous, ma thésarde, Agathe Mounier-Veillé, dont j'ai complètement l'accord de présenter ici aujourd'hui sa thèse d'exercice en médecine générale, parce qu'elle va la soutenir dans 3 semaines. J'ai bien sûr obtenu l'accord de sa photo. Je vais vous présenter maintenant rapidement un portrait de 80 femmes qui ont une maladie épileptique et qui ont eu une ou plusieurs grossesses, et que c'est vraiment la première fois qu'on s'intéresse d'une manière très concrète et en détail à ces femmes, et c'était vraiment une grosse difficulté pour le recrutement, parce que les prévalences, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est pas tous les jours, et surtout, mais on s'est dit, elles sont où ces femmes? Elles sont justement en neurologie et chez le gynécologue. Alors, très rapidement, on va seulement pour les résultats après, mais c'était alors une étude épidémiologique, rétrospective, quantitative, avec un questionnaire assez bref et simple. Alors c'est moi qui étais directrice de thèse, hein, j'espère, je n'ai pas dit là, mais on a vraiment veillé à ce que ça soit faisable, ergonomique, et que, 23 questions, et pour vous dire qu'on a quand même convaincu avec l'idée, parce que l'URPS médecin, elle nous a aidé pour acheminer le questionnaire vers les généralistes, et malgré tout, c'était vraiment très très compliqué, parce que simplement, on n'en a pas autant au cabinet tous les jours. Nous avons alors inclus des femmes qui ont une épilepsie et vivent en Hauts-de-France, âgées de moins de 50 ans, et ayant eu au moins une grossesse, et qui sont suivies avec leur généraliste ou leur neurologue, parce qu'on a dû étendre clairement sur nos confrères, parce que vraiment c'est ce gap pour les interroger. Alors, très facilement, 80 femmes, alors c'était jolis chiffres, vraiment, vraiment jolis chiffres. Et alors, l'âge maternel lors du recrutement était l'âge médian 36 ans. C'est ce qui recoupe bien avec ce qui a été dit. Et par contre, j'ai pas mis là l'âge de diagnostic, et ça vraiment, il faut se garder ça en tête. L'âge médian de diagnostic d'épilepsie, c'était 14 ans, d'accord? Et que, alors c'est pour ça, il faut vraiment veiller. Ça veut dire, on pourra tout à fait, par exemple, à l'occasion du garde d'asile ou d'autres contacts, faudra vraiment y penser si c'est connu, pour faire déjà ce rappel de bonne contraception notamment. La majorité des femmes vivaient en ruralité, et vous voyez, il y a 10 femmes qui ont déclaré de fumer, et 2 de consommer de l'alcool. Et après, vous allez voir, je ne vais pas tout vous lire les chiffres, mais beaucoup ont vécu en concubinage. Et par contre, ça, je trouvais ça vraiment très surprenant, c'est 60% ont déclaré une activité professionnelle. Parce que j'ai bien sûr entendu pour la précarité et la vulnérabilité selon le statut social concernant le suivi. Alors ça, gardez bien en tête, c'est vraiment des filles et des femmes qui travaillent. Ici, très rapidement, c'était essentiellement, et c'était significatif, c'est pour ça que je vous ai mis un tableau, mais on ne va pas se mettre dans les chiffres là, mais c'était les femmes, des femmes médecins généralistes qui ont essentiellement suivi ces femmes, mais encore, vous voyez, il y avait que 36% des femmes qui étaient suivies en médecine générale pendant la grossesse, et ensuite postpartum que 27%. On pourrait dire que, par contre, compte tenu du suivi interdisciplinaire, je trouve que c'est déjà pas mal de dire presque 40% viennent régulièrement pendant leur grossesse avec une maladie épileptique chez nous dans les cabinets. Alors on peut le voir aussi optimiste comme ça. La maladie était contrôlée dans les 3 phases, préconceptionnelle pendant la grossesse, postpartum. Quasiment dans la moitié des cas, ça a été généralement bien contrôlé. Et puis, pareil, hein, c'est pas du par cœur, juste quelque chose de très intéressant aussi, parce que bon, on a eu la chance d'avoir le méthodologiste du CHU qui nous a fait une belle analyse descriptive. Alors, sur les 80 femmes, il s'est montré que celles qui souffraient de l'épilepsie généralisée avaient tendance à avoir 2 fois moins d'enfants pour celles qui avaient une épilepsie focale. Après, on pourra en discuter tout à l'heure, mais je vous expose ça comme ça, c'est très intéressant. Et ici,
pareil, il ne faut pas tout apprendre par cœur, mais quelque chose, personnellement, je trouvais ça un peu la révélation de la clinicienne. La maladie épileptique, ça ne vient pas tout seul, il y a des comorbidités, mais il y a aussi vraiment d'autres maladies coexistantes. Là, ce qui m'avait vraiment tout de suite marqué, c'était la dysthyroïdie, l'obésité et la migraine. Et en fait, il y a certains antiépileptiques qui peuvent engendrer en fait la dysthyroïdie, ce qui nous rajoute encore dans notre ligne de prescription de suivi en biologique, là où vous avez dosé l'acide folique déjà et la clairance, vous pouvez aussi rajouter du coup la TSH, parce que c'est prouvé dans les études. Et j'ai bien demandé à Agathe, parce qu'on on avait ce grand tableau Excel à deux, mais parce que je me dis, ça m'a intrigué que j'ai les mêmes chiffres là. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est les mêmes 6 femmes qui sont en obésité et avec une dysthyroïdie et migraine? Eh ben non, c'était que deux qu'ils avaient tout en même temps. Alors c'était vraiment bien présent. Et le syndrome dépressif, qui est déjà connu, bien sûr, d'être soit prodromal précédant l'épilepsie ou bien tout court présent, là, quand même bien présent. C'est important parce que le syndrome dépressif peut, ici dans la maladie épileptique, encore plus s'aggraver en postpartum. Et vous savez tous que c'est un grand sujet, la dépression postpartum, alors soyez extrêmement vigilants, accompagnez ces femmes, parce que la souffrance peut être vraiment énorme. Ici, j'espère que les collègues ils vont être rassurés. Alors, la majorité des femmes étaient sous lamotrigine pendant les 3 phases. Et après, suivi j'évite en fait juste pour pas bugger, lévétiracétam. Ça c'est très rassurant, mais vous avez encore toutes les molécules confondues et vous aurez compris, ils étaient tous bien suivis par leur neurologue. Ces molécules-là, c'est pas nous qui les avons bien sûr pas initié, tout ce qui a été dit, on ne les a même pas renouvelés, je dirais, parce que c'est vraiment un suivi étroit, là c'est c'est en milieu hospitalisé assez spécialisé, après avec des services épileptogéniques, en fait ils font que de l'épilepsie dans ces services de neurologie, et c'était juste pour bien visualiser ça. Ce tableau, je vous rassure tout de suite, c'est les mêmes chiffres que dans le graphique d'avant, mais je voulais vous montrer, c'est vraiment la transition entre les 2 phases, grossesse vers le postpartum. Il s'est révélé qu'il n'y avait pas de différence significative dans la prescription des traitements entre ces 2 phases, mais ça semble aussi logique parce que si un équilibre a été trouvé pour cette femme, on va garder la même molécule, par contre on va réajuster les doses par la suite. Et là vous êtes carrément en concertation avec le neurologue, carrément concerné, et je pense que les neurologues qui sont dans notre approche d'interdisciplinarité et l'approche globale des femmes, c'est tout à fait possible que dans la lettre de sortie de la maternité et de la neurologie, que vous aurez peut-être des prescriptions anticipées pour dire, voilà, vous pouvez faire la titration vers dose minimale efficace et recontrôler dosage efficace thérapeutique. Ici aussi, encore, je rassure tout le monde, voilà, vous voyez vraiment lamotrigine et les lévétiracétam qui sortent, mais toutes ces molécules sous observance européenne et qu'on a bien à l'œil, il y en a quand même encore parce que certaines, et ça il faut quand même le dire, on ne peut pas toujours éviter un maximum tous les risques déjà comme jamais, mais c'est vraiment, tout dépend du profil de syndrome épileptique de la femme, l'âge antécédent. Et c'est pour ça, je pense même, il y aura quand même toujours un certain nombre de femmes qui va avoir besoin de certaines molécules et du coup vont peut-être faire des sacrifices sur leur planning de vie et de familial. Ici, juste parce que c'est vrai, je ne pense pas qu'on se rend suffisamment compte dans notre quotidien de clinicien, le postpartum, pour tous déjà, même pour les papas, mais le postpartum, c'est vraiment une période de vulnérabilité sur tous les plans. Et vous savez bien sûr que l'épilepsie peut être favorisée, les crises peuvent être déclenchées notamment par la fatigue. Alors, il faut garder vraiment ça en tête, juste la fatigue d'après l'accouchement, récupération physique, et cette phase va être marquée pour nous par cet ajustement de traitement de fond, parce que c'est vrai, on passe par postpartum, on récupère les femmes chez nous au cabinet plus ou moins, parce que la réalité, elle est carrément comme ça, on fait la consulte préconceptionnelle, on les oriente vers le neurologue traitant et le gynéco, et après, ils sont un peu dans le circuit hospitalier,
pour des bonnes raisons aussi, parce que c'est vraiment, je veux dire, personne n'a envie d'avoir une crise généralisée tonico-clonique avec une femme prête à accoucher dans le cabinet non plus. C'est vrai que c'est du bon sens, mais c'est vrai qu'on doit avoir en tête les 3 phases et idéalement les voir tous les mois pour faire le point et que comme ça va bien se passer. Et par contre, c'est vrai aussi dans l'autre sens, j'ai l'impression dans le postpartum, ils sont presque plus nulle part, sauf s'ils sont moins bien impliqués eux-mêmes, acteurs de leur parcours. Ce qui est intéressant, alors pendant la phase postpartum, carrément, sur 3 semaines, on peut redécroître, retitrer, trouver la dose avant la grossesse de traitement. Et cette fatigue et dette de sommeil, j'insiste, vous allez voir après, c'est parce que ça va influencer justement le choix d'allaiter ou pas le bébé. Voilà, ben, je l'ai dit de toute façon là. Mais alors maintenant, l'allaitement, on a presque terminé, l'allaitement. Dans notre population étudiée, 80 femmes, 78 étaient justement... ils ont été contrariés, influencés par ça. En fait, ils devaient trouver l'équilibre entre... Ils devaient faire un choix entre je reste en équilibre pour ma maladie et je me sens en sécurité, ou bien je risque, j'ai envie de avoir le plaisir d'allaiter, mais au risque de faire peut-être des crises parce que je dois me lever la nuit pour allaiter 2-3 fois. Et clairement, dans notre étude, vous voyez, il n'y a que 11 femmes finalement qui ont fait le choix d'allaiter en postpartum. Et parmi ces 11, il y en avait 2 qui ont dû ajuster un traitement. Et que c'est vrai, la priorité pour toutes était vraiment la sécurité. Alors, essayez pas forcément, alors éclairez les femmes, bien sûr, faites vos informations éclairée sur l'allaitement, que donner cette possibilité, que la femme elle puisse y réfléchir, comme toujours, on respecte bien sûr la préférence de la femme. Il faut juste qu'elle sache que c'est possible, mais si elle dit non, moi j'ai besoin de me reposer, on peut faire aussi trouver une solution intermédiaire. On peut justement conseiller le tirage du lait et que la nuit, c'est le ou la partenaire qui va se lever pour donner le biberon avec du lait maternel. Donnez-leur au moins ces perspectives. Voilà, et que ça a été vraiment aussi, tout ce que je vous dis là, les résultats qu'on a trouvés, là, parce que je ne peux pas vous mettre toute la discussion, là, franchement, ça se couvre assez bien avec la littérature, et que même à l'international, les études sont encore très rares sur vraiment la vie au quotidien avec cette maladie, mais on commence à s'y intéresser, et voilà, j'espère que du coup, vous avez du très pratique pour votre cabinet. Et en dernier, en take-home message, à part bien sûr le premier, c'est la motrigine et l'évétiracétone, il faut vraiment ici respecter et promouvoir, parce que ça se fait pas tout seul, hein, l'accompagnement personnalisé, interdisciplinaire. C'est pas parce que le neuro fait son travail et le gynéco fait son travail et vous faites votre travail que c'est une concertation et que c'est interdisciplinaire. Parce que si vraiment vous les voyez avant la grossesse et après vous l'avez pas pendant la grossesse et en postpartum ça revient chez nous, on n'est pas au courant de rien, traitement changé. Et gardez aussi en tête, ça c'est très fréquent avec d'autres maladies neurologiques. Il y a beaucoup de femmes qui disent oui au neurologue, oui je prends, et bien après ils ne prennent pas leur traitement. Et que quand tu veux renouveler le traitement, ils disent non, j'en ai encore plein, c'est notre quotidien. Et ça aussi, il faudra avoir le courage de briser le... Il faudra dire ou demander est-ce que tu es d'accord que je t'en parle à ton neurologue, parce que peut-être qu'elle en a vraiment besoin moins de doses efficaces. Mais sachez ça, on appelle ça respecter l'agenda de la patiente. Mettez-la à l'aise pour qu'elle vous dise tout ça. Voilà, la fiche, tout le monde l'a scannée, j'espère, de la ANSM pour la salle d'attente ou bien à délivrer. C'est très, très, très belle initiative. Je remercie vraiment, je trouve ça vraiment du concret, c'est ce qu'il nous faut. Et alors, cet accompagnement interdisciplinaire se fera alors entre les 3 spécialistes suivants, le neurologue, gynéco-médical et obstétrique, et bien sûr, nous, les médecins généralistes, qui sommes spécialistes de médecine générale. Et parce que, grand message, la maladie épileptique contrôlée en préconceptionnel est le meilleur garant de l'absence de crise durant la grossesse et durant le postpartum. Je vous remercie pour votre attention.